Bonjour et soyez les bienvenus à ce webinaire consacré au PCRS et que nous avons intitulé PCRS pour la sécurisation de vos réseaux. On n'est peut-être pas sur la bonne slide. Oui. On va faire un petit retour vers le passé. Alors, vous êtes aujourd'hui 102 inscrits. Ah, il y a quelqu'un qui a pris la main sur. Oui. Quelqu'un a pris la main sur la présentation, on va la reprendre. D'accord, alors quelqu'un a pris la main, donc nous allons repasser le tout début de présentation. Pardonnez-nous, voilà. C'est en live. Voilà, c'est tout bon. C'est bon, donc je disais bienvenue, je m'appelle Isabelle Douat, je suis à la communication. Encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Vous êtes 102 inscrits, c'est signe d'un intérêt certain pour la question. On va passer la slide suivante. Quelques petits mots de rappel avant de commencer. Le temps que chacun puisse se connecter. Un grand merci pour bien couper vos micros et caméras pour éviter finalement les larcènes et faire preuve de sobriété énergétique et numérique. Slide dessus. Bien. Donc encore une fois, merci de bien vouloir couper vos micros et caméras. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et à la suite de ce webinaire, vous recevrez par mail le support de présentation d'une part, celui qui va vous être soumis, et puis d'autre part, le replay de la vidéo enregistrée. Un autre point en matière d'organisation qui est toujours important, c'est ce qui concerne le jeu des questions-réponses. En vous remerciant de bien vouloir utiliser la messagerie instantanée dans un premier temps. Un temps de réponse à vos questions s'ouvrira à la fin du webinaire. Pour autant, nous avons prévu après chacune des 3 parties qui concernent ce webinaire un temps de réponse aux questions qui pourraient être posées par écrit et par écrit seulement. Et pour toutes les questions autres qui seraient liées à votre collectivité, merci de bien vouloir adresser directement vos questions à vos interlocuteurs qui vont vous être décrits, pardon pour le terme qui est un peu impropre. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, parmi nous pour animer ce webinaire, Yves Taillandier, que nous accueillons avec plaisir, qui est vice-président de TE44 en charge délégué à LAGO Data, qui est également conseiller communautaire de la communauté de communes d'Estuaires et Sillon, qui est adjoint au maire de Saint-Étienne-de-Montluc, et également vice-président du syndicat Atlantico. Pour l'accompagner, Cyril Pinault, qui est directeur du service organisation système d'information et de données à TE44, et Frédéric Garel, qui est chef de projet PCRS. Et bien évidemment, nous a rejoint Christelle Humski, directrice générale des services de TE44. Donc, pouvoir passer la parole à Yves Taillandier pour le mot de dernier. Merci Isabelle, bienvenue à tous. Merci de cette forte présence au webinaire concernant le PCRS. Annoncé que vous seriez 102, je ne sais pas si vous êtes 102, vous êtes nombreux, 50 me dit-on maintenant. Au nom de Raymond Charbonnier, qui est le président de TE44, et de Jean-Michel Brard, qui est le président du syndicat Atlantico, vous accueillir pour ce webinaire important qui présente des enjeux importants, notamment de sécurité sur les travaux de la voirie, sécurité pour ceux qui interviennent, sécurité pour nous les collectivités dès lors qu'on délivre des autorisations. Donc vous allez voir tous les enjeux et objectifs donc de cette thématique PCRS. PCRS avec deux PCRS, donc 2 présentations. Une qui est le PCRS image. Les techniciens vous présenteront ça. Et puis un lancement d'un nouveau PCRS, le PCRS vecteur, qui va être lancé très prochainement et dont on vous présentera aussi le contenu, la teneur, les objectifs et les enjeux aussi de mise à jour. Donc tout ça relève bien d'un intérêt commun et d'un besoin commun pour les activités sur la voie.
Vous dire aussi que Atlantico et TE44 sont les grands ordonnateurs de ce dispositif-là, historiquement, puisque, comme pour certains, vous devez avoir l'histoire et la Géodata, Loire-Atlantique Géodata était une association qui a été créée par TE44, Atlantico et l'AMF. Aujourd'hui, et la Géodata est intégrée à TE44. Donc, un travail de concert et très coordonné entre les deux syndicats départementaux avec une tête de file pilotée par TE44 qui, en définitive, va être le grand ordonnateur de ce dispositif en tant qu'autorité publique locale validée par la préfecture. Donc, un intérêt commun, des enjeux importants, des objectifs que nous devons tenir, techniques et financiers. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Cyril et puis à Frédéric qui manage le dispositif technique, le marché, le futur marché. Ils vont pouvoir vous présenter tout ça. Et puis, bien entendu, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que comme vous êtes nombreux, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais aussi peut-être beaucoup de questions sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Donc, on va se lancer un petit peu dans le sujet, un petit peu plus dans le dur avec le sommaire. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler du PCRS et d'abord de le présenter. Parce que finalement, aujourd'hui, le PCRS il répond quand même à un certain nombre d'objectifs. Et puis, on va se rappeler pourquoi on le fait, d'accord? Et puis, on va, en deuxième partie, s'intéresser un petit peu plus à sa réalisation, comment il est réalisé en Loire-Atlantique, et quelles sont les grandes étapes pour les deux projets PCRS, parce qu'on verra qu'il y a deux projets vraiment différents. Quelles sont les grandes étapes de ces projets? Et puis à la fin, on va aborder un sujet qui est critique, qui est l'enjeu de l'actualisation du PCRS vecteur. Et donc là, c'est Frédéric qui va beaucoup plus en parler, puisque finalement, la réalisation des PCRS en elle-même n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'on discute de la façon dont on va maintenir ces PCRS dans le temps. Ce sont des investissements relativement conséquents et il est important de se mettre en ordre de marche dès aujourd'hui pour s'assurer qu'on continuera à garder des PCRS qui sont de qualité et à jour. Alors le PCRS, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est avant tout un fond de plan de grande précision. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est d'avoir un plan de référence qui ne représente que la voirie. On n'a pas d'autres détails, d'accord? Et ce plan de référence sera utilisé en standard pour toutes les réponses au DT et ICT. Pas tout seul, et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. L'objectif principal, c'est de sécuriser les travaux sur l'espace public et de s'assurer que, finalement, tout le monde travaille avec les mêmes références. D'accord? Alors, quand on dit sans autres détails que la voirie, on ira un petit peu plus dans le détail de tout ça, mais ça veut dire qu'on ne prend pas tout ce qui est mobilier urbain, par exemple, dans un PCRS. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les affleurants, les bordures de trottoirs, les murs, tout ce qui va délimiter vraiment les bords de la voirie et qui va nous permettre de caler finalement les autres plans sur un référentiel commun. Donc les façades, les bordures de trottoir, les objets au sol aussi. Donc quand on parle des affleurants, on parle des coffrets, des bouches à clés, des bouches d'égout, voilà, donc tout ce qui va apparaître sur la chaussée. Et ça nous permettra de coter finalement les réseaux souterrains par rapport à des points fixes qui sont partagés par tous les acteurs. Dans la réforme des TICT, on impose des géoréférencements de classe A à certains types de réseaux et avec des dates différentes, d'accord? Ça veut dire qu'on impose quelque part à ceux qui gèrent ces réseaux de se caler et d'assurer une précision assez importante d'assurer où sont positionnés leurs réseaux. Pour assurer où sont positionnés leurs réseaux, il faut bien évidemment qu'on se positionne par rapport à des référentiels qui sont communs, d'accord? Et donc l'objectif du PCRS, c'est vraiment de fournir ces référentiels communs avec un maximum de précision, une précision à 10 cm. Le marquage des réseaux, c'est quelque chose qui est impératif pour la sécurité lorsqu'on intervient sur des travaux, et c'est vraiment l'objectif de ce fond de plan. À partir de ce fond de plan, on va pouvoir du coup venir caler des coûts métiers supplémentaires, des données géographiques supplémentaires, qui vont concerner l'éclairage, l'électricité, le réseau de gaz, les eaux usées, l'eau potable. Voilà, on peut imaginer de caler tous les types de réseaux par-dessus le PCRS, et on va pouvoir du coup exploiter ces réseaux
ensemble sur un seul et même plan. Alors pourquoi on fait ça? Il faut revenir au 30 octobre 2007 à Bondy. Simplifier. En fait, attends. Merci. Alors, le 30 octobre 2007 à Bondy, on a un engin TP qui arrache une canalisation de gaz et l'accident fait un mort, 55 blessés, donc 30 blessés graves. Dans l'année qui a suivi cet accident, en 2008, on a compté 17 endommagements par jour sur les canalisations de gaz. Des endommagements qui sont, alors, déjà, qui vont conduire à des interruptions de service sur les livraisons, mais qui aussi peuvent avoir des impacts en termes de sécurité pour nos concitoyens qui sont considérables. Donc, à partir de ces événements-là, l'État engage l'adoption de la réforme de la DTDICT, qui est adoptée en 2012, 4 ans plus tard. Une réforme qui est relative aux travaux de proximité des réseaux, donc pour améliorer la sécurité des personnes et réduire les dommages au réseau. Donc, on va imposer aux gérants de ces réseaux de géoréférencer leur réseau de manière très précise. Simplement, ce géoréférencement ne se suffit pas en lui-même. Il faut que tout le monde travaille avec le même référentiel. Et donc, en 2015, il y a une signature d'un protocole national autour du plan de corde de rue simplifié, alors qui est signé par beaucoup d'acteurs, l'Association des maires de France, l'IGN, l'Ordre des géomètres, Enedis. Et tout le monde se met en marche pour finalement faire réaliser les PCRS au niveau des différents départements. En 2019, on a une évolution de la DTDICT qui a permis de gagner un tout petit peu de temps, quelques années sur les réseaux moins stratégiques. Et donc aujourd'hui, on est sur des échéances autour de 2026 pour les plus lointaines, sur les réseaux les moins sensibles en milieu non urbain. Le PCRS aujourd'hui, quand on parle du PCRS, finalement, on va parler des PCRS parce que, en tout cas, en Loire-Atlantique, on a décidé de vraiment produire les deux formats de PCRS qui existent. Le premier format, c'est la photographie. Donc, c'est une photographie très précise. Un pixel fait 5 cm sur cette photographie. Photographie très précise de l'ensemble du département. Donc, elle va couvrir un très large territoire, d'accord. Et donc, elle est au-dessus des préconisations nationales au niveau du PCRS, qui sont de 10 cm de précision. Donc, on a une photo qui va couvrir tout le département. La problématique, c'est que sur les zones urbaines et denses, cette photographie, elle n'est pas forcément complètement exploitable. On va le voir dans le slide suivant. Et donc, on va ajouter à cette photographie une vectorisation, donc un dessin de la voirie, qui va être plus exploitable et qui va pouvoir se superposer à ce premier PCRS. Alors, la photographie, elle existe déjà. On l'a faite, là aujourd'hui, c'est une mise à jour qu'on va faire. Elle a été réalisée en 2020 déjà. Et donc, on va aujourd'hui faire une mise à jour de cette photographie en 2024. Voilà. On refait toute la photographie. Ce n'est pas la seule option de mise à jour qu'il y a. On pourrait faire ce qu'on appelle du patching, c'est-à-dire finalement aller prendre des photos des zones qui ont seulement évolué. À 4 ans de différence, le patching coûte plus cher que de refaire la photographie complète. Donc, la solution aujourd'hui, c'est de refaire une photographie et donc de disposer d'une mise à jour. Alors, ça ne veut pas dire que le PCRS de 2020 va être décommissionné. Il faut comprendre que la photographie de 2020 continuera à être diffusée. Et simplement, on aura une deuxième photographie, celle de 2024, qui sera diffusée également. Ça peut avoir un intérêt de comparer les photographies entre elles. Alors là, on le voit, pourquoi le PCRS vecteur peut être intéressant. Si on voit sur l'image de gauche, une zone dense autour de l'église, et où il y a de l'ombrage, il y a des véhicules stationnés, il y a de la végétation, et donc l'exploitation en elle-même du PCRS image peut être un peu complexe. C'est pour ça que sur ces zones, on propose d'ajouter une vectorisation. Et donc, on voit sur l'image de droite, à partir du moment où la vectorisation est positionnée, on a beaucoup plus de clarté et on repère beaucoup plus facilement les bordures de voirie et le calage du réseau en devient beaucoup plus simple. Alors, le PCRS, on l'a compris, c'est un plan simplifié, d'accord, de la voirie à très grande échelle. C'est un plan sans information supplémentaire. Donc, je ne vais afficher sur ce plan que ce que je vois au niveau du sol, d'accord.
Et c'est un plan qui surtout est mutualisé, donc commun à tous les exploitants, de manière à ce qu'on choisisse le même référentiel. Ce n'est pas un plan des réseaux. C'est-à-dire que c'est des exploitants qui vont venir ajouter leur plan de réseau par-dessus le PCRS et ils utilisent le PCRS pour caler leur réseau, mais ce n'est pas un plan des réseaux en lui-même. Ce n'est pas un plan des sous-sols et ce n'est pas non plus un plan exhaustif de la voirie. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la signalisation, le mobilier urbain, n'est pas contenu dans le PCRS. Alors, quel usage peut avoir la commune ou le PCI de ce PCRS? Alors, bien sûr, elle va être utilisée pour toutes les réponses aux DCT. Et il va être utilisé pour caler les réseaux qui sont de la responsabilité de l'EPCI ou de la commune. Donc, ça peut être les réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'assainissement, d'accord? Donc, on va utiliser le PCRS dans sa nature propre pour caler ces réseaux-là. Mais il peut également être utilisé pour d'autres usages, comme la gestion, l'entretien ou la création de voiries, puisqu'on a une photographie très précise, l'inventaire du patrimoine, les arbres, les stationnements, les îlots de fraîcheur, et peut être utilisé aussi dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme. Donc, le PCRS, il répond à un usage essentiel. Le PCRS répond à un cas d'usage essentiel, qui est vraiment la réponse au DICT et le calage des réseaux, d'accord? Mais il peut aussi avoir d'autres usages, et c'est pour ça qu'il est important de communiquer dessus, puisqu'il va être mis à disposition, la mise à jour 2024 de la photographie va être mise à disposition de l'ensemble des communes et des EPCI. Voilà pour ce qui est de la présentation du PCRS en lui-même. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Justement, à ce stade, là, pas de questions. On vient d'achever la première partie. Oui. Merci. Pas de questions écrites. Donc, je propose que l'on enchaîne sur la partie 2 de ce webinaire qui concerne évidemment la réalisation. Qu'est-ce qui se passe en Loire-Atlantique très bientôt? Alors, d'abord, on va parler de la gouvernance du PCRS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est TE44 et Atlantico qui viennent vous parler du PCRS. Pourquoi? Aujourd'hui, on a 2 projets, et sur les 2 projets, on travaille avec les mêmes acteurs. Donc, des acteurs locaux, l'Europe, la région, le PCI, les EPCI, la métropole et les agglos de Loire-Atlantique, qui sont des partenaires, d'accord, et qui, dans le cadre du projet PCRS Vecteur, sont des financeurs. Dans le cadre du PCRS Image aussi, en dehors des EPCI, puisqu'on ne sollicite pas les EPCI dans le financement du PCRS Image. Et puis, on a un cofinancement qui est apporté aussi par les maîtres d'ouvrage, que sont TE44 et Atlantico, qui portent ensemble ces projets de mise à jour du PCRS Image, projet de réalisation du PCRS Vecteur. Pour le pilotage en lui-même, TE44 a été déclaré autorité publique locale compétente, c'est-à-dire que c'est le cas dans beaucoup de départements, c'est souvent le syndicat de l'énergie qui est déclaré APLC, et c'est donc TE44 qui est en charge de porter le projet, de piloter le projet, de PCRS Image, donc de mise à jour du PCRS Image, et d'initialisation du PCRS Vecteur. Alors c'est très important parce que ce rôle d'APLC, ce n'est pas un rôle qui s'arrête à la fin du projet. Parce que finalement, et on va en parler en fin de présentation, la mise à jour des PCRS, elle est aussi de la responsabilité de l'APLC. C'est-à-dire que le fait de garantir qu'on est capable de mettre à jour ces PCRS, c'est un des rôles de l'APLC. Alors, Laurence va vous parler un petit peu, parce qu'on a prévu quand même un kit de communication qui va permettre aux communes de préparer un petit peu les interventions liées au PCRS. Bonjour à tous, Florence Mercier, donc je suis responsable du service communication à TE44. Alors, ce qu'on va vous remettre prochainement par mail, c'est en effet un kit de communication dédié au PCRS Image, et c'est à destination, enfin l'information est à destination des citoyens. C'est à la fois pour rassurer de l'avion qui va circuler à basse altitude, il va voler entre eux, on est à 800 à 1000 mètres, donc il va être vu, les rassurer et puis aussi leur expliquer à quoi ça sert et derrière, qu'est-ce qu'on va en faire de ce plan. Donc le kit de communication, ce sera par mail, comme je vous disais, il y aura une affiche, un encart pour votre magazine municipal, une plaquette et une bannière, c'est des formats différents dédiés aux réseaux sociaux, donc c'est LinkedIn, c'est Facebook, les réseaux que vous avez.
Idem pour l'affiche et la plaquette. D'ailleurs, vous pouvez les poser sur votre site internet. Vous pouvez aussi les imprimer et les déposer dans votre accueil. L'idée, c'est que les citoyens, en tout cas, voient ces éléments. Donc, nous vous incitons à les utiliser si vous le pouvez, bien sûr. Il est vrai qu'il peut y avoir des questions, parce qu'effectivement, l'avion d'abord va voler assez bas, 800 à 1000 mètres, c'est pas, bon, voilà, c'est quand même une altitude assez basse. Et surtout, on va profiter d'une fenêtre assez courte, hein, qui est celle du printemps, où on a normalement du beau temps. En tout cas, on l'espère, c'est ce qu'il faut souhaiter, sinon on ne pourra pas voler. Et une canopée qui n'est pas trop diffuse encore, donc on peut voir correctement le sol. Et ce qui va se passer, c'est que l'avion va faire des bandes. Donc, il risque de passer, alors pour le citoyen lambda, hein, il risque de voir passer l'avion 5, 6, 7 fois dans le ciel parce qu'il fait des bandes pour prendre des photographies. Et donc, ça peut interroger, effectivement. Et c'est important, je pense, de communiquer sur la raison du passage de cet avion. Voilà. Alors, je dis que la météo est importante. C'est vrai que juste en 2020, on a réussi à faire toute la photographie en une seule fois. D'accord, avec des conditions qui étaient vraiment, pour le vol en tout cas, exceptionnelles. Donc très beau temps. Et puis, on était en plein confinement, plein Covid, malheureusement, mais ça a permis d'avoir une photographie qui n'est pas chargée du tout, hein, parce que c'est vrai qu'on a des voix qui sont quand même très libérées sur la photographie de 2020. Donc on espère des conditions météo similaires pour 2024, de manière à avoir la chance de faire tous les vols et de prendre tout le département sur l'ensemble, sur le printemps. D'accord. Si ce n'est pas le cas, finalement, on aura une photo sur laquelle, à quelques endroits, la canopée est un petit peu plus développée et donc peut-être un peu moins visible. Alors, au niveau du financement de ce PCRS Images, aujourd'hui, le coût du vol et de la photographie sur le département, c'est 900 000 € hors taxe à peu près. Et c'est un financement qui est partagé finalement il est pris à charge quasiment à 50% par la région et le FEDER, qui sont très, très moteurs sur les projets PCRS régionaux. Et le reste du financement est partagé entre les acteurs qu'on a déjà cités jusque-là, Atlantico et TE44, bien entendu, et puis Enedis, le département, Grand Port, Nantes Métropole et la Carène. Les EPCI, encore une fois, ne participent pas au financement du PCRS Images, donc il est mis à disposition des communes et EPCI, on ne sollicite pas de participation sur ce projet-là en tout cas. Alors si on parle un peu du PCRS vecteur, on l'a dit tout à l'heure, le PCRS vecteur, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de cibler les zones où l'image ne sera pas forcément toujours complètement exploitable, ou en tout cas on a besoin d'un complément. Alors ces zones, c'est des zones denses et urbaines, et on a TE44A, finalement avec Atlantico, on a identifié, on a proposé aux EPCI un certain nombre de zones, et on a basé notre travail sur les zones qui avaient été proposées. Le kilométrage définitif, c'est-à-dire les petites zones bleues qu'on voit aujourd'hui, là c'est l'exemple de ce qu'on a fait pour Hervé Gèvres. Ces zones bleues, ça reste à la main de l'EPCI. C'est-à-dire qu'au final, si la proposition ne convient pas et que la zone doit être étendue, ou qu'on a oublié potentiellement une zone d'activité qui est en construction, ou si la zone doit être resserrée au contraire pour maîtriser un peu plus le budget parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt important à aller aussi loin, eh bien, c'est toujours l'EPCI qui va le décider, donc sans doute en concertation avec les communes. Et donc, c'est très important pour nous parce qu'on n'est pas suffisamment connaisseur du territoire pour aller définir à bout de place quelles sont les zones denses et sur lesquelles on a nécessité d'aller réaliser cette vectorisation. Le projet en lui-même, on l'a divisé en deux marchés d'environ 2000 km, 1800 km chacun. Voilà, c'est autour de ces kilométrages-là. Et sur chaque marché, on a deux prestataires différents qui vont intervenir. D'accord. Donc, ça nous permet finalement de réaliser l'acquisition et la vectorisation sur deux EPCI en même temps. Voilà. Et ça nous permet de gagner du temps. Donc, le premier marché, il va démarrer, alors là, il est lancé, il va démarrer en juin 2024 au niveau de l'acquisition sur les premiers EPCI. Et il va se terminer autour de fin 2025 avec 7 EPCI volontaires qui ont déjà été retenus, voilà, qui ont déjà validé leur participation au PCRS, et vous les voyez sur la carte actuellement. On a un second marché qui, lui, va démarrer au dernier semestre 2025, donc il va être un petit peu en recouvrement avec le premier, donc il va démarrer autour de septembre.
et qui va se terminer à fin 2026 pour les EPCI suivants, des EPCI avec lesquels on est encore en train de discuter. Il y en a quelques-uns qui sont déjà validés sur le second marché. Ce second marché, il faudra qu'on le ferme à peu près en septembre au niveau des candidats. Donc voilà, pour les EPCI avec qui on n'a pas encore discuté, on va rediscuter avec eux avant cette période-là. Au total, entre 2024 et 2026, c'est-à-dire sur 2 marchés et sur 3 ans, on va couvrir environ 3600 km de voiries, c'est une estimation, qui sont situées dans des zones urbaines denses, en dehors de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire Agglomération. Alors, je dis c'est une estimation, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, les EPCI décideront avec les communes des zones à vectoriser exactement. On pourrait avoir des réductions sur ces chiffres. Au niveau du financement, le PCRS Vecteur, il est financé aujourd'hui avec une grosse partie encore fédère et région, qui représente pas loin de 40%. Et puis Atlantico, TE44, finance 23%, et les 10 et GRDF, donc les partenaires privés, vont financer 8%. Le coût d'acquisition revient donc à 31% du coût final pour le PCI. Donc, on a pris un exemple à travers de la communauté de communes de Sud-Estuaire, où on est parti sur une estimation de 210 km de voirie. Et le coût total de la vectorisation de ces 210 km de voirie, c'est 128 000 euros, dont 40 000 euros qui resteraient finalement à la charge de l'EPCI. Et le reste étant pris en charge par le partenariat collectif autour du projet PCRS. Le coût estimé de réalisation pour les 2 marchés, sur les 2 PCRS, c'est environ 2,3 millions. Voilà. Alors, l'acquisition sur le terrain, elle va se faire par des véhicules ou des piétons. Et là aussi, on va travailler avec Florence à vous fournir des plaquettes de communication parce que si l'avion peut poser des questions, là, pour le coup, on va voir des voitures drôlement équipées passer dans les rues. Et là, c'est certain, il y aura des questions. Donc, c'est des voitures qui sont montées avec un lidar, un radar, finalement, qui va qui va arroser un petit peu partout autour de lui et qui va du coup relever les bordures et les façades à travers un nuage de points. Voilà. Et il va en même temps prendre des photographies, comme le fait une Google Car quand elle passe dans les rues aujourd'hui, qui vont permettre finalement d'ajouter à ce nuage de points ce qu'on appelle des vues immersives, donc des photographies de la rue et des bordures. Donc, c'est soit des véhicules, soit des vélos, soit des piétons au sol. Ça va dépendre des voies. Il y a des endroits où ce n'est pas suffisamment praticable pour passer avec la voiture, donc ce sera forcément avec du vélo ou du piéton. Et on prend à 360 degrés. Donc, les véhicules vont rouler assez lentement. On a des voitures qui roulent entre 20 et 30 km/h en ville pour faire cette acquisition. Donc, il y aura forcément des questions. Il sera important de communiquer bien en amont. Une fois que le véhicule est passé, les données vont être traitées par le prestataire. Et puis, elles vont nous être fournies pour procéder à un certain nombre de contrôles. Ce sont des contrôles informatiques, de format de fichier, voilà, ça c'est pas très intéressant, mais surtout des contrôles terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'on va envoyer des géomètres vérifier que, quelque part, les données qu'on nous a fournies en termes de vectorisation sont justes. Voilà, c'est la première chose. Et qu'on est au-dessus d'un certain taux d'affleurants également. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rater les affleurants. Et ils peuvent être plus ou moins petits. Donc, quand on parle des affleurants, là, alors les plus petits, c'est les bouches à clé, par exemple. Ils sont relativement importants, ces affleurants. Et donc, on a défini des taux et on va vérifier qu'on est au-dessus de ces taux qui sont aujourd'hui positionnés à 80% dans le marché. Donc, si on n'a pas 80% des affleurants, le prestataire devra retourner sur le terrain. Si tout est OK, eh bien, une fois que c'est validé, la mise à disposition est faite directement par TE44 aux communes. C'est-à-dire que dès que le format de fichier est validé, on passe à la mise à disposition. On n'attend pas que tout le projet PCRS Vecteur soit réalisé pour faire de la mise à disposition. Et on proposera sur le site internet de TE44 un outil qui permet de suivre la progression du PCRS Vecteur pendant les 3 ans, et donc le pourcentage ce qui a été recouvert par rapport à l'objectif principal. Fin de cette deuxième partie. A priori, toujours pas de questions sur le chat. Donc, c'est certainement le signe que les explications sont très claires. Oui, il y aura des questions en fin de présentation, je m'y attends. Et c'est à espérer, de toute façon, l'interactivité, c'est important. Et donc, on va passer à la troisième partie sur l'actualisation du PCRS Vecteur et pourquoi c'est essentiel. Oui, alors là, je vais introduire un petit peu le sujet et puis je vais laisser la main, du coup, à Frédéric, qui est chef de projet PCRS,
et qui maîtrise très très bien ces aspects relatifs à l'actualisation finalement des CRS vecteurs. Ce qui est très important de retenir, c'est que voilà, nous on vous présente un projet qui va prendre du temps, qui est relativement cher. Voilà, c'est onéreux quand même de réaliser un PCRS vecteur, et il ne vaut que s'il continue à être exploitable. Et pour qu'il continue à être exploitable, eh bien, il faut qu'on soit tous très sensibilisés à comment garantir que ce PCRS est à jour. Et ça peut aller très très vite, hein. C'est-à-dire que les travaux peuvent être faits une semaine après que le véhicule soit passé, quoi. Donc, très rapidement, il faut qu'on soit en ordre de marche pour garantir qu'on ait de la fraîcheur et de la qualité sur ce PCRS vecteur. Valérie, je te laisse la main. Oui, bonjour. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo qui date du PCRS 2020. Et 2 ans plus tard, il y a eu un aménagement qui a été fait, donc un petit lotissement avec aussi création d'un giratoire. Voilà, ça illustre bien que un plan, ça a une date. Un plan, c'est daté, et donc un plan qui est bon en 2020 n'est plus forcément bon en 2022. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre à jour le plan. En fait, le plan, il doit suivre la réalité du terrain. Et la mise à jour, en fait, il faut regarder que la mise à jour, ça concerne à la fois le PCRS raster, enfin le PCRS image, et aussi le PCRS vecteur. Il y a des travaux partout. C'est pas parce qu'on va parler du PCRS vecteur dans les centres urbains, mais il peut y avoir aussi des mises à jour à faire dans les espaces un peu plus espace rural, en fait. Donc là, on va vous parler des travaux. On a vu que l'origine du PCRS, c'était lié réglementairement à la DTDICT. On va revenir à cette notion de travaux pour la mise à jour du PCRS. En fait, on va distinguer 2 types de travaux. Il y a les travaux qui impactent une modification de la voirie. Il y a des travaux qui n'impactent pas. C'est-à-dire que quand vous avez des travaux qui sont des travaux de réseau, où il y a une tranchée qui est ouverte, il y a un remplacement d'une canalisation, d'un collecteur, etc. Et puis on rebouche, on referme la tranchée et on la remet en place telle que c'était avant. En fait, là, oui, il y a eu des travaux, certes, dans la rue, mais ça n'impacte pas le plan. Le plan du sol n'a pas été bougé. C'est uniquement le plan de l'exploitant du réseau qui a été touché, mais pas le plan du sol. Donc le PCRS n'est pas impacté. Et la responsabilité de l'exploitant, c'est pour le sous-sol. Par contre, là où le PCRS va être impacté, c'est quand on fait des travaux d'aménagement au niveau du sol, des places de stationnement, des pistes cyclables, des réaménagements de circulation. Là, on modifie le sol, ce que l'on voit, et donc, finalement, quand il y a des travaux, il y aura besoin de mettre à jour le plan. Et les travaux d'aménagement, souvent, le maître d'ouvrage, c'est la collectivité territoriale. C'est la commune qui a la compétence voirie ou le PCI qui a la compétence sur les zones d'activité, etc. Donc, en fait, c'est le maître d'ouvrage qui commande ces travaux. C'est le maître d'ouvrage qui doit récupérer les plans, en fait. Et si on passe à la slide suivante, en fait, c'est la mise à jour du PCRS, elle pourra se faire en utilisant les plans de récolement après travaux. Si on a des plans de récolement après travaux qui sont systématiques, si ces plans de récolement sont conformes à un certain standard, on pourra réutiliser ces plans de récolement pour mettre à jour le PCRS. Ça va assurer en fait la mise à jour. Et c'est pour ça qu'en fait on a besoin d'une bonne coopération entre TE44, les collectivités, pour avoir ce suivi, cette remontée de travaux en fait. On a vraiment besoin d'avoir une bonne collaboration de telle façon à ce qu'on soit au courant des zones qui sont modifiées sur le terrain. Alors aujourd'hui, TE44 et Atlantico travaillent avec les autres départements de la région à proposer un cahier des charges unique
que le maître d'ouvrage pourra inclure dans ses marchés et qui s'imposera aux prestataires de manière à ce que les prestataires soient toujours confrontés à la même demande en termes de plan de récolement et en termes de standards. On discute aussi avec d'autres régions, avec la Bretagne, Géo-Bretagne, sur les formats qui seront attendus. Et ça, c'est très important parce que finalement, quand vous allez récupérer un plan de récolement, dans les couches qui vont être inclus dans ce plan de récolement, il va y avoir forcément le fond de plan, donc la couche PCRS, hein, celle qui nous intéresse, nous, de récupérer, et puis celle qui vous intéresse, vous, de votre côté, hein, avec quelquefois d'autres éléments d'information. Si on ne se cale pas tous sur un standard à ce sujet-là, ça veut dire que quand les plans de récolement vont arriver, finalement, ils vont devoir être traités à la main pour retrouver la couche qui concerne le PCRS, espérer qu'il n'y a rien d'autre comme information dedans, et pouvoir l'intégrer. Pour que demain, ça fonctionne correctement, ce qui a été proposé en Bretagne, et ce qu'on va essayer de proposer aussi en Pays de la Loire, c'est finalement de s'adapter à un standard avec des couches qui auront toujours les mêmes noms, voilà, les nomenclatures. Et si on s'adapte à ce standard, alors on peut automatiser l'intégration des plans de récolement. Et donc, on garantit plus facilement la mise à jour du PCRS vecteur, puisque le travail pour faire cette mise à jour sera beaucoup plus simple que lorsqu'on a des plans avec des formats différents. Voilà. Donc, en tant que maître d'ouvrage, on va vous inciter, vous recommander chaudement à ajouter en fait dans vos marchés de travaux ces spécifications comme quoi, en fait, après les travaux que vous demandez, on veut récupérer un plan qui respecte ce formalisme-là en fait. Alors, dans les cas où voilà, le marché était conclu avant, où on a une défaillance du prestataire, bien entendu, il restera toujours la solution de faire intervenir un géomètre après les travaux, de manière à reconstituer ces plans de récolement. D'accord. C'est important pour nous dans le sens où, si c'est le cas, on récupérera quand même l'information. Hein. Beaucoup de communes ont quand même des marchés à bon de commande qui sont ouverts avec les bureaux de géomètres. Hein, donc, on aura toujours cette possibilité-là. Mais l'idéal pour nous, c'était quand même de standardiser ce cahier des charges directement dans les marchés initiaux. Là, on a fini avec la problématique de la mise à jour. Avant, si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Non, pas à ce stade. Mais si jamais vous avez des questions après, on y répondra. Alors, je vais laisser la main, du coup, Juste pour vous préciser. Non, il n'y a pas de question, justement, une nouvelle fois. Donc, on va laisser la parole à Yves Taillandier, notre vice-président, pour... Bonjour, monsieur Lecor. Il y a une question, peut-être? Alors, je ne vois pas les questions. Non, il y a juste des salutations, pardonnez-moi. Donc, je voulais céder la parole à Yves Taillandier pour j'allais dire, le mot de conclusion. Et avec, voilà, on a tous un rôle à jouer. Et à vous. Merci Isabelle. Bon, j'espère que vous avez compris les enjeux et les objectifs. La présentation de Cyril et de Frédéric se voulait didactique et proche de vos besoins et de la réalité de ce qu'on va faire. Il n'y a pas de question, donc ça me semble acquis. Et de toute manière, vous aurez la présentation, comme on vous l'a dit. Et puis s'il y a des questions, je pense que pour certains, vous avez les coordonnées de Frédéric qui est à même de répondre à toutes les questions techniques. La problématique des PCRS, finalement, vous l'avez bien vu, c'est de répondre à des enjeux de sécurité et de continuité de service, notamment pour les grands opérateurs de distribution d'énergie, notamment. Ça, c'est un enjeu important, d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle un plan fédérateur, c'est-à-dire celui qui va fédérer en définitive l'ensemble de la qualité de ce qu'ont fait les exploitants de réseau, que sont les Enedis, GRDF, etc. C'est ce plan fédérateur, ce fond de plan, avec un niveau de précision. Vous avez vu que c'est un travail important.
dans la durée. Le PCRS vecteur, c'est un travail qui va prendre à peu près 3 ans. Hein, Cyril l'a annoncé. Le PCRS image dans un délai plus court, hein, puisque c'est un avion, donc ça va plus vite. Ceci étant, on a aussi des aspects financiers non négligeables. Hein, vous avez vu, pratiquement 1 million d'euros sur l'image, pratiquement 2,5 millions d'euros sur le vecteur. Et dans le tour de table financier, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs, dont les territoires, pour le PCRS vecteur. Et donc, le PCRS, c'est un bien commun. Et ce bien commun, si on veut pouvoir l'utiliser à bon escient et dans la durée, eh bien, il faut qu'on soit en capacité de mettre à jour. Ça, c'est le mot important, c'est-à-dire qu'on ne réalisera pas 3600 ou 4000 km tous les 4 ans pour remettre à jour un PCRS vecteur. Autant pourra le faire pour l'image, autant pour la partie vecteur, il n'est absolument pas question financièrement, notamment de relancer un PCRS tous les 4 ans. Donc le travail de fond, après la mise à disposition des PCRS vecteurs pour les territoires, hein, communaux et intercommunaux, c'est de garantir ensemble cette mise à jour. Ça, c'est l'objet fondamental finalement de ce qu'on voulait vous présenter. Ce n'est pas la création qui est importante, hein, ça on va le gérer, TE44 va le gérer avec ses prestataires. Le travail essentiel qui nous attend demain, c'est comment j'arrive ensemble à mettre à jour un PCRS vecteur pour qu'il soit utilisable par l'ensemble des services de nos territoires, que sont les communes, les OPCI, mais aussi qui servent, bien entendu, à nos exploitants de réseaux qui travaillent sur le domaine public. D'où l'intérêt, en définitive, d'organiser cette mise à jour. Et ça sera probablement les prochains travaux que vous aurez, vous, territoires communaux et intercommunaux, avec TE44, qui anime un réseau de géomaticiens sur l'ensemble du département. C'est comment j'arrive à récupérer l'ensemble des données, comment j'arrive à les mettre à jour, et bien entendu, pour simplifier tout ça, comment j'espère les automatiser, comment je peux automatiser la mise à jour, dès lors que les plans que je vais demander pour mes travaux, moi, maître d'ouvrage de la voirie, communale ou intercommunale, dès lors que j'ai quelque chose qui est fédérateur et qui répond aux besoins du PCRS vecteur. Ça, c'est les travaux aussi qu'on mène, c'est comment on va pouvoir automatiser le dispositif de mise à jour. Et forcément, sans vous, les territoires, le PCRS vecteur, soit il vivra et on sera tous heureux d'avoir un beau PCRS vecteur, soit il sera mort dans 3 ans, et on n'aura plus de PCRS vecteur et on aura mis à la poubelle à peu près 2,5 millions ou 3 millions d'euros, ce qu'on ne souhaite pas. Et donc, on compte absolument sur vous pour les mises à jour et la coordination des mises à jour avec TE44, qui est l'opérateur qui se doit de tenir à jour le PCRS vecteur pour l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique, hormis les agglos de Saint-Nazaire et de Nantes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Donc, on me dit qu'il y a des questions. Donc là, questions ouvertes et réponses, on verra la question et la réponse. Alors, il y aura certainement des questions orales, mais avant cela, il y a quelques questions dans le chat, et notamment certaines qui concernent justement ce qui a été évoqué, celui d'élaboration en fait de plans de récollement standardisé, d'un standard pour les plans de récollement avec un cahier des charges qui serait intégré dans le cahier des charges des collectivités, lancés par les collectivités locales. Donc plusieurs questions, hein. À quelle échéance disposerons-nous du cahier des charges, mais aussi, est-il possible de donner cette information aux géomètres avec lesquels nous travaillons, de diffuser l'info? Alors, c'est peut-être au sens large aussi. Hein. Alors, au sens large, sur le cahier des charges, aujourd'hui, on est au rythme de discussions régionales, donc on a des discussions qui sont en cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe déjà un standard PCRS national que les géomètres maîtrisent. Alors là, je vais laisser Frédéric compléter un petit peu. Oui, en fait, je vais répondre aux différentes questions dans le désordre. Donc déjà, concernant la mairie de Houdon, la disponibilité du cahier des charges, on va vous envoyer la présentation. Vous verrez un lien, et ce lien permet d'aller sur Géobretagne, avec une description de ce standard topographique. Et la description de ce standard topographique, en fait,
ça complète le standard national du PCRS. En fait, ça explique comment doit être levé un regard, comment doit être levé un avaloir, comment doit être codé tel objet, tel objet, tel objet. Donc en fait, on a vraiment une description de, je dirais, d'un plan topo, d'une nomenclature topo, et la région Bretagne, en fait, avec l'agglo de Lorient, la métropole de Rennes, en fait, ils ont déjà mis ça en place. Ils ont déjà contacté les géomètres qui sont inclus dans la boucle, en fait. Et c'est un mouvement qui va se faire. Et en fait, petit à petit, les géomètres locaux ont pris en main ce cahier des charges pour fournir les plans. Et ça uniformise, en fait, la façon dont les géomètres font des plans. Et en fait, c'est un peu ce principe-là qu'on souhaite mettre en place ici, c'est faire en sorte que tous les géomètres locaux utilisent le même format de plan, la même nomenclature pour décrire un regard de visite, pour décrire une grille, pour décrire un coffret télécom. Voilà, on aura vraiment une nomenclature qui est commune à tous les géomètres locaux. Alors, cette nomenclature, elle s'accompagne d'un modèle d'exigence type à inclure dans le cahier des charges pour la fourniture du plan et pour les éléments qui vont venir autour, les éléments moins techniques. Et ce sont les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui au niveau régional. On a pour objectif d'arriver à tomber d'accord, j'ai envie de dire, avant la rentrée, d'accord, sur au moins un format. Si ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, nous, on propulsera un format au niveau départemental, quoi qu'il en soit, pour prendre une décision, d'accord, et pour fournir ces éléments aux communes et aux EPCI. Et on se calera très probablement sur le référentiel qui est proposé aujourd'hui par GeoBretagne et qui est en fait un enrichissement du référentiel national. Alors, Monsieur Lecor dit, je suis d'accord, mais cela est loin d'être intégré par les entreprises de travaux aujourd'hui. Alors, et pour cause, peut-être. Alors, justement, il va y avoir, je reviens avec la question aussi concernant les aménageurs privés. Effectivement, ce que l'on vise, c'est la solution idéale si jamais tous les travaux, tous les plans de récolement, on les récupérait de cette façon-là. Mais il va y avoir une période de transition. Il va y avoir une période où il y a des marchés en cours, où il n'y a pas encore ce cahier des charges, où il y a des aménageurs privés qui, eux, n'emploient pas ce même référentiel, cette même nomenclature. Donc, effectivement, il va y avoir pendant une période qui peut durer peut-être 1 an, 2 ans, des ajustements à prévoir, mais pour des cas particuliers. Nous, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le cas général, l'ensemble, où on va un petit peu obliger tout le monde à travailler de la même façon, en fait. Mais effectivement, il va y avoir des ajustements à faire dans un premier temps. En fait. Dans les premiers temps, c'est une certitude. Le temps aussi que les grandes entreprises travaux intègrent correctement ces principes dans leur manière de travailler. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de discuter entre départements, de discuter entre régions, de manière à arriver à quelque chose qui soit similaire à un référentiel national et qu'on soit tous à demander à peu près les mêmes choses pour faciliter le transfert de ces responsabilités chez le prestataire de travaux. Concernant la question, quand est-ce que les communes doivent intégrer ce cahier des charges de récolement, de plan de récolement dans les marchés, en fait, le plus tôt possible. Si jamais vous avez des marchés qui sont renouvelés en 2024, ça serait bien que vous intégriez cette nomenclature des plans de récolement, en fait. Concernant le type de fichier qui sera demandé, là, actuellement, ce qui se passe en Bretagne, c'est du format AutoCAD, en fait, du format DXF, structuré avec des noms de calques, de couches, en fait, et avec des... En fait, chaque couche correspond à un métier. Donc, il y a les couches pour l'assainissement, il y a les couches pour le télécom, il y a les couches pour l'électricité, il y a la couche pour la voirie. Et en fait, c'est ces couches-là en fait, qui sont normalisées. En fait. Et le DXF, c'est l'AutoCAD.
c'est les plans, enfin, c'est l'outil qui est le principalement utilisé par les géomètres. La microstation, c'est surtout AutoCAD, quoi. Alors, il y a une remarque de Sébastien qui est très intéressante qui dit qu'aujourd'hui, sans aucun surcoût, ils ont déjà commencé à demander des plans de récollement en shape. Et ben, c'est une très bonne nouvelle parce que, OK, on n'est pas au standard, mais déjà, si nous, on dit on passe avec la voiture, là, j'en sais rien, au mois d'octobre, et il y a des plans, enfin, il y a des travaux au mois de novembre, je sais d'ores et déjà que même avec un shape standard, on saura gérer ce récollement. Il ne sera peut-être pas automatisé, d'accord, mais on saura gérer ce récollement et donc éviter l'effet de dégradation qu'on pourrait avoir sur la donnée qui aurait été collectée toute neuve. Donc ça, c'est plutôt une très bonne idée. Si, en l'espèce, même si le standard ne peut pas être respecté, au moins récupérer un shape de récollement avec les informations de voirie. Donc le shape, c'est un format particulier qui va nous permettre finalement de récupérer ces informations. Alors, il y a une question un petit peu plus pointue, et là je vais laisser Frédéric, qui est géomètre de métier, répondre. Concernant les aménagements de sécurité, alors c'est vrai qu'on voit les aménagements de sécurité des chicanes qui sont créés dans les entrées et sorties de communes de plus en plus. Et la question, c'est est-ce qu'on doit les intégrer dans le PCRS Vecteur? Alors, en fait, le PCRS, il est là pour être un plan de référence avec des objets qui durent longtemps. Alors, si c'est des plots qui sont posés là de manière temporaire, si c'est des chicanes temporaires, type des jardinières ou des choses comme ça, mais qui peuvent changer dans 6 mois, est-ce que ça vaut le coup de reporter ça sur un plan? Voilà, à voir. Par contre, si c'est des bordures de voirie qui sont maçonnées, qui vont durer dans le temps, là, oui, je pense que ça vaut le coup d'indiquer ces informations dans le plan, parce que justement, pour je dirais, les entreprises de travaux, quand ils rencontrent ce type d'obstacle, ils sont contents de savoir d'avoir cette information sur le plan, en fait. Alors, sur la question des conventions qui sont envisagées avec les autres concessionnaires, Enedis, GRTF, Télécom. Alors, Télécom, on va les mettre assez rapidement puisque finalement, les télécoms, les gens utilisent, mais les bâtis sont la responsabilité de la collectivité ou de TE44 quand la compétence a été déléguée. Donc, ça, c'est maîtrisé aujourd'hui. Enedis, GRDF, on a effectivement des conventions qui sont en place. Alors, avec Enedis, ça a été fait dès 2020 dans le cadre du PCRS Image. Et ça a été reconduit en 2024 avec GRDF. On va avoir des conventions qui sont un petit peu plus précises dans le sens où GRDF finalement ne s'intéresse qu'aux parties sur lesquelles aujourd'hui ils ne disposent pas vraiment d'informations et où ils ont du gaz. Ce n'est pas le cas partout, d'accord? Donc on a des conventions qui sont plus parcellaires avec GRDF. On va avoir une convention un peu plus parcellaire, mais effectivement, elle est en cours de préparation dans le cadre du PCRS. Il y a juste une question très technique sur le système de coordonnées à utiliser pour les plans de récollement. Donc, en fait, le PCRS, c'est possible soit en coordonnées France 2154 ou en coordonnées locales 3947 pour les gens qui s'y connaissent. Parfait, merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les inscrire ou à prendre la parole, puisqu'il reste 5 minutes, un petit peu plus. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. N'hésitez pas. Pas d'autres questions? Super. C'est vos derniers mots, très bien. Yves? Juste pour conclure, merci de votre présence, en espérant avoir répondu à l'ensemble de vos besoins. Et puis, pour vous dire aussi que dès lors qu'on va lancer le PCRS Vecteur sur votre territoire, on aura des réunions de lancement, EPCI par EPCI. On conviera les acteurs communaux, bien entendu. Et ça permettra aussi de continuer ces échanges de manière un peu plus pratique, puisque chaque EPCI et chaque commune peut avoir des particularités. Donc, dès lors qu'on aura le planning de lancement du PCRS Vecteur, Cyril a dit qu'on allait démarrer en mai-juin, eh bien, on viendra à votre rencontre pour une première réunion de lancement de ce PCRS Vecteur.
Et puis, Florence vous l'a dit, les petits kits de communication sur l'image vont bientôt vous être délivrés et sur le vecteur aussi, et bien en amont du passage des véhicules ou des vélos ou des pédibus dans les venelles si vous avez des gens qui passent à pied. Merci à tous et puis à très bientôt. Je pense qu'on peut retrouver ça, Isabelle. Sur Territoire d'énergie 44, notre site internet, sur notre page LinkedIn, sur YouTube évidemment, et puis sur le site internet de NR44 qui est le nom depuis un an de notre SEM, Société d'économie mixte. Un grand merci pour votre participation nombreuse. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.